Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. Je suis ravi avec toute l'équipe et aussi nos invités de vous présenter une nouvelle émission axée autour des grands événements de la semaine. Et les grands événements de cette semaine ont été le 8e congrès du PJD qui a marqué l'actualité politique du week-end dernier avec le départ du désormais ancien secrétaire général, Abdelillah Ben Kiran, et l'arrivée du chef du gouvernement, Saad El Othmani, au secrétariat général. Nous reviendrons donc sur ce congrès avec nos invités avant de parler du sommet de la CEDEAO prévu pour le 16 décembre à Abuja et qui examinera la demande d'adhésion du Maroc, lequel avait déjà reçu un accord de principe en juin dernier. Nous débattrons de ces deux axes avec nos invités, Naïm Kamal, directeur du site Kouid.ma, Rachid Ben Lebah, enseignant à l'Institut des études africaines de Rabat, et Driss Aissaoui, analyste politique. Merci messieurs et bonsoir. Bonsoir. Comme nous le savons, le week-end dernier, l'actualité politique du week-end dernier a été marquée par le congrès très attendu, le 8e congrès très attendu du PJD, à l'issue duquel devait être désigné un nouveau secrétaire général. Une longue, rude et dure polémique avait opposé les deux camps du PJD, à savoir les partisans d'un troisième mandat et les opposants. À la fin, résultat des courses, comme on le sait, c'est Saad El Othmani qui a été élu au secrétariat général avec un score serré contre le challenger qu'il avait, qui était Driss El Azami El Idrissi, lequel a par la suite été élu à la tête du Conseil national, ce qui en fait de facto le numéro 2 du parti. Alors, Naïm Kamal, on commence par vous. Dans quel état se trouve le PJD aujourd'hui et peut-on parler d'une direction de cohabitation? Une direction de cohabitation, je ne crois pas. Ce que j'aimerais dire tout d'abord, c'est que le congrès s'est bien déroulé. Il s'est terminé en beauté. Il a départagé les deux principaux courants du parti. C'est-à-dire que, vous l'avez dit dans votre introduction, l'écart entre Saad El Othmani et l'Azami est étriqué, je crois, une centaine de voix. C'est-à-dire, maintenant, on sait compter au sein du PJD, on sait, sachant que l'Azami est le candidat de Ben Kiran. C'est le pseudonyme d'Abdelillah Ben Kiran. Donc, on sait qui pèse quoi. Sans qu'on néglige dans cette... C'était son ministre du budget durant les deux gouvernements. C'est son ministre du budget, mais c'est surtout aujourd'hui son chef du groupe au Parlement. Il cumule ça et il est président du Conseil national. Donc chacun connaît son poids, mais il faut se méfier des apparences. Dans chaque camp, dans chaque courant, nous nous trouvons en présence des 50 nuances de gris. Donc, rien que ça. Qui peuvent, rien que ça. Je n'ai pas dit gris, hein. Et qui sont des nuances qui peuvent bouger au fur et à mesure que les interactions se font dans l'avenir. L'essentiel aujourd'hui est que Othmani a été conforté dans sa position de patron du parti. Il a pris une direction unilatérale, c'est-à-dire qu'il a fait un secrétariat général à sa mesure. C'est-à-dire on lui reproche même d'avoir été exclusiviste, d'avoir fait de la chasse aux sorcières. C'est une lecture qui est possible, mais c'est également aussi qu'il veut travailler, et c'est tout à fait logique, avec une équipe cohérente, et harmonieuse autant que faire se peut. Oui, mais on dit que le Conseil national... J'y arrive. Soudé autant que faire se peut également. Laissons, quitte à ce que, à charge pour les amis et le Conseil national, de se faire l'écho de la contestation. Et que la reddition des comptes se fait à la fin de la mission ou à l'occasion d'une crise majeure à l'intérieur du parti. Pour l'instant, il ne veut pas qu'on le titube pendant qu'il est en action. Oui, mais il se trouve que Driss El Azami Idrissi a eu quand même un score très élevé. Il était à 920 contre 1000 pour Saad El Othmani, ce qui en fait un score particulièrement serré. Et on peut considérer que le PJD est actuellement divisé en deux clans. Il y a d'un côté les cadres qui soutiennent Saad El Othmani, de l'autre côté les bases et la jeunesse qui soutiennent Driss El Azami Idrissi, donc quelque part l'ancien secrétaire général. Est-ce qu'on peut Je conteste les bases. Parce que les bases sont partagées également. Parce que l'élection s'est faite au niveau du Congrès, pas au niveau du Conseil national.
Si c'était au niveau du Conseil national, on aurait pu parler des bases et des cadres. Là, c'est 2000 congressistes qui ont voté. On a eu à peu près 1012 voix ou 1100 voix, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, pour l'Asmani et 900 et quelques pour l'Azami. Et ça, c'est la base. C'est les représentants de la base. Donc la base également elle-même est partagée. On ne peut pas dire qu'il y a les cadres d'un côté et la base d'un autre côté. C'est difficile de considérer les choses comme ça, mais ça, c'est votre point de vue. Le problème étant que Driss El-Azami Drissi est en même temps président du Conseil national du parti et chef du groupe parlementaire. Donc, contrairement à ce qui s'est passé avant, il a un pouvoir actuellement législatif. Donc, il peut, à la limite, faire déborder les éventuels clivages qu'il pourrait y avoir au sein du PJD dans la scène politique au niveau des institutions. Alors, on voit que cette ligne de faille qui est actuellement au PJD commence à porter ses fruits, mais à l'inverse, dans les résultats électoraux des élections législatives partielles qu'il y a eu ici et là. Le PJD a remporté l'élection de la semaine dernière à Agadir, mais il a perdu d'une manière assez lourde celle de octobre à Agadir. Et on a l'impression qu'il rame. Est-ce que vous ne pensez pas, Driss Aissaoui, que finalement, le parti qui avait dominé les élections de la tête et des épaules pendant les 5 ou 6 dernières années est en train de refluer? Est-ce que vous ne pensez pas, à la lumière de ce qui s'est passé au Congrès dernièrement? D'abord, il faut expliquer les remous qu'il y a eu avant le Congrès, pendant le Congrès. En fait, cette dichotomie de soutien que Asmani peut espérer avoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Le retour, c'est-à-dire, en fait, même Ben Kiran, d'après des sources internes, même quand il voulait prendre le troisième mandat, c'était en fait pour renforcer une tendance de fond qui voulait que le PJD, dans l'exercice du pouvoir, parce qu'il a fait déjà 2 mandats importants, le troisième allait venir, mais surtout vous savez, l'exercice du pouvoir, il érode l'image et les rangs du parti. Et il fallait absolument que des voix s'élèvent à l'intérieur du PJD pour dire non à cette démarche, non au fait de courber l'échine devant les difficultés qui se présentent, que ce soit pour former un gouvernement, que ce soit pour gérer le gouvernement lui-même par rapport à un certain nombre de bras de fer qui pourraient se révéler. Juste pour compléter ce que disait Naïm Kamel, pour ce qui est du secrétariat général, la composition, je pense qu'ils sont au nombre de 15 maintenant, et ça pourrait aller jusqu'à... En fait, il y a des quotas. Il y a des quotas. Et les plus ceux qui sont la qualité. Alors, alors, pour ceux qui existent aujourd'hui, il y en a 8 qui existaient et qui sont pro-Ben Kiran et qui ont été reconduits, Khelfi et compagnie. Donc, ceux-là sont présents. Il y a ceux qui vont être intégrés par la suite pour aller vers les 20, 25, etc. Mais ça c'est laissé à la discrétion du secrétariat général et particulièrement au secrétaire général pour pouvoir apporter des gens qui n'ont pas nécessairement été élus, qui ne sont pas dans le Conseil national, mais qui peuvent constituer des valeurs, des plus-values par rapport au travail de cette instance. Des valeurs ajoutées. Des valeurs ajoutées, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On notera quand même que Mohamed Yatim, excusez-moi, Mohamed Yatim est vice-secrétaire général adjoint. Secrétaire général adjoint. Ce qui conforte la position de Othmani aujourd'hui. Je pense que l'homme aujourd'hui peut, disons, préfigurer de l'avenir de sa mission à la tête du gouvernement avec beaucoup d'assurance. Il est patron du parti. On est en train de lui préparer un appareil qui peut l'accompagner, mais sans pour autant abandonner le fait que les voix dissonantes doivent rester, que les différences qu'on appelle en arabe tadafu', cette disons la concurrence de tous les partis, voilà, de tous les partis. De manière générale, voilà. Alors en fait, je pense que le PJD a eu l'intelligence de permettre ce que d'autres partis n'ont pas pu permettre avant, c'est-à-dire les courants, les sensibilités qui puissent s'exprimer d'une manière ou d'une autre, que ce soit organisé ou pas organisé, ils vont le faire. Alors maintenant, on est devant quoi? On est devant un parti qui a juste, c'est-à-dire, ne l'oublions pas, c'est un parti qui est réfléchi de manière stratégique. Aujourd'hui, on a le gouvernement,
nous avons des des élections qui élections... revient le plus souvent dans la bouche de tous les dirigeants du PJD, la stratégie, la stratégie. Ah oui, non, la stratégie comment? C'est-à-dire que c'est un calcul très pragmatique. Ils ont un matelas électoral de 1 million et quelques personnes. Il faut qu'ils le maintiennent. Il faut qu'ils essayent de ne pas... Parce qu'en fait, ils seront obligés de conduire, comme l'a fait Ben Kiran, un certain nombre de réformes impopulaires. Et les meilleurs sont en route. Il faut qu'ils puissent le faire parce que c'est une nécessité pour les grands équilibres macroéconomiques pour le pays, mais nécessairement, ça va toucher un certain nombre de problèmes. Nous avons aujourd'hui une réflexion importante sur le modèle de développement, sur la lutte contre la pauvreté, etc. Et ça, on ne peut pas faire du saupoudrage. Il y a des actions à mener. Alors, si lui va faire justement ce mandat, il faut qu'il soit sûr qu'il peut le faire avec justement l'assurance que son électorat ne soit pas mis en doute, qu'il puisse justement continuer de manière paisible. Et c'est ça le plus important. Ça veut dire en quelque sorte que nous sommes face à un parti qui se normalise, si on peut dire les choses comme ça. Oui, il se professionnalise. Il se professionnalise, il se normalise. Depuis 2011, il fonctionnait sur le charisme d'Abdellah Ben Kiran. Là, il va falloir proposer une offre politique. Ouais. On ne le sait, pardon. Alors sur un registre, si vous me permettez, sur un autre registre, on a constaté que durant ces quelques dernières semaines, il y a eu une position des dirigeants du mouvement Unicité et Réforme, donc l'aile de prédication, on va dire, du PJD, contre Abdellah Ben Kiran. Mais là, on constate que Mohamed Hamdaoui, l'ancien président du MUR, figure parmi les membres élus du secrétariat général. Est-ce que, Rachid Bilbah, vous pensez qu'il y a eu une mutation dans la relation entre religieux et politique au sein du parti et dans son prolongement, le MUR, le mouvement Unicité et Réforme, ou alors les choses sont comme elles étaient avant 2011? Est-ce qu'il y a eu un assagissement, si on peut dire, à ce niveau-là? Vous parlez de normalisation, on peut parler aussi de traditionnalisation politique du parti. C'est-à-dire que la question qui se posait, d'ailleurs, les détracteurs du parti politique Justice et Développement, on leur reprochait le fait qu'il n'y avait pas de frontières claires entre le bras prédicationnel et puis, bien sûr, le bras politique. Mais finalement, eux, ils ont toujours proposé l'idée qu'ils étaient dans un processus qui a démarré au moins de 92, surtout 96 jusqu'en 2006. Et c'est là où ils ont fait leur révision doctrinale et leur révision politique. D'ailleurs, ils avaient publié un texte là-dessus. J'espère qu'ils vont le faire aussi de 2006 à 2016 pour voir l'évolution à ce niveau-là. Mais l'important, c'est que... Et en plus, il y a eu une production très importante, au moins théorique, sur la base des acquis de ce que moi j'appelle la pensée frériste. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que, quelque part, ils sont inscrits, en fait, dans la mouvance des frères musulmans et ils réfléchissent à travers ça, que ce soit en Tunisie avec Rannouchi ou en Égypte ou ailleurs. L'important, c'est de savoir qu'ils sont dans un processus d'autonomisation du politique. Alors, jusqu'à quel point ils sont parvenus ? Au moins depuis 2011, surtout 2012-2013, ils ont essayé quand même de théoriser à cette autonomisation du politique pour pouvoir au moins justifier leur arrivée au pouvoir et distinguer, ils ont parlé beaucoup de tamiz, la notion de tamiz tirée de l'ancien fiqh, ce qu'on appelle le fiqh des maqasid avec le Qarafi, Chatibi et d'autres, pour enfin, au moins présenter une formulation contemporaine de la séparation, enfin séparation entre IB, il ne parle pas de séparation, il ne parle pas de phase, il parle de tamise entre ce qu'ils appellent l'imama politique et l'imama religieux. En gros, ce qu'il faudra peut-être reconnaître, c'est que quand on lit par exemple ce qu'a écrit depuis 2006 jusqu'en 2013 le Othmani, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a la prétention d'être un théoricien politique. Enfin, je dirais juste théorie. En 2014, pour l'élection du président du MUR, il avait été nominé et il avait refusé. Il a travaillé sur Tourat, surtout le ICS al-Sharaïa, la politique légale. Et donc, mais l'important, c'est de savoir qu'au moins d'un point de vue théorique, il y a deux écrivains et deux penseurs à l'intérieur de la mouvance frériste avec le MUR et le PJD. D'un côté, Rissouni, qui n'est pas parvenu justement à faire le transfert vers le politique, c'est pour ça qu'il y a eu un retrait, et l'Othmani qui s'est engagé, je crois, à mon sens, c'est peut-être l'acteur politique dans toute la tendance frériste qui est allé le plus loin
dans l'approche d'autonomisation politique quand il a parlé dans son livre sur Ad-Din wa Siyasa, Tamyiz al-Fasl, quand il a parlé de l'idée que la religion ne devrait pas intervenir dans le champ politique. Mais il ne faut pas oublier que d'un autre côté, l'État, avec bien sûr son référentiel politico-religieux, depuis 2011, depuis 2004, il est rentré dans un processus de réforme du champ politique qui relativement interdisait aux partis politiques d'intervenir dans le champ ou d'exploiter la dimension religieuse dans le politique. C'est d'autant plus paradoxal. C'est interdit sur le code électoral. Exactement, c'est là, c'est important. C'est d'autant plus paradoxal que sur les derniers mois, depuis mars, depuis qu'il a quitté le gouvernement, Abdellah Ben Kiran a accentué le discours religieux, alors que Saad-Din al-Athmani, qui lui on peut considérer quelque part qu'il est théologien, a refusé sur ce discours-là. Alors, Naïm Kamal, justement... C'est à quoi, je termine sur ça, si vous permettez, c'est à quoi je voulais revenir. Les différentes analyses politiques qui ont, au moins sur les 10 dernières années, qui ont porté sur ce parti politique, sur le PJD et sur, bien sûr, son prédicationnel, le mur, elles ont eu tendance à avoir une approche, ce qu'on appelle l'approche holistique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu l'analyser d'un point de vue individualiste, en termes d'acteurs individuels, en termes d'intérêt et d'ambition des personnes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il se normalise dans le sens où, à l'intérieur, maintenant, il y a des sensibilités, et c'est là où on se rejoint tous, des sensibilités, des courants, des groupes, pour ne pas parler des clans. Et je crois que c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une... Il y a quand même deux camps. Parce que quand on voit les scores, ça a été un score à la française, pratiquement 48-52%. Et ce sont deux clans qui, au-delà des... 52, je crois, à peu près. Quelque chose en 920 sur 1000. Non, moi, je ne crois pas que il faudrait corriger quelque chose historiquement. Le PJD et le mur lui-même est à la base une alliance de plusieurs courants préexistant le mur et le PJD. La sensibilité d'Abdellah Ben Kiran et la sensibilité de Rissoni, la sensibilité de l'Athmani et de Ramid surtout, n'étaient pas la même sensibilité. C'est-à-dire que toutes ces tendances qu'on assemblait sous le sigle du Shabib al-Islamiyya étaient en fait plusieurs tendances. Et qu'il y avait les prédits... Naïm, je voudrais, s'il vous plaît, sortir un peu de l'histoire qui est loin, parce que là, vous parlez de 20 ans et venir sur... Non, c'est-à-dire ça explique ce qui se passe aujourd'hui. Non, c'est-à-dire qu'on est en train de parler comme si la participation au gouvernement, c'est elle qui a conduit à l'existence de courants. Le PJD et le mur fonctionnaient toujours par des courants. Donc c'est une réalité préexistante. C'est pas une réalité Vous conviendrez qu'il y a eu un changement au niveau de l'élection, puisque quand Abdellah Ben Kiran avait pris le secrétariat général, c'était avec un score fleuve. Ce qui est arrivé. Et qu'il a été reconduit à l'unanimité pratiquement des présidents en 2012. Alors que là, maintenant, nous sommes véritablement sur une coupure. Alors justement, pour quitter un peu l'histoire qui remonte à une vingtaine d'années dont vous parlez, on ne peut pas comprendre une présence sans histoire. Je voudrais, si vous me permettez, parce qu'il y a le temps qui court, cher Naïm, il y a depuis un an un changement au niveau de la classe politique nationale. Donc il y a un an, nous avons eu Aziza Khannouch au RNI. Il y a quelques mois, quelques semaines, nous avons eu, je termine ma question si vous voulez bien, Nizar Baraka à l'Istiqlal. Là maintenant, c'est Saad-Din al-Athmani au PJD. Donc une sorte d'accalmie, si vous voulez, mais une sorte de changement, de mutation où il n'y aura plus de grandes différences entre les partis. Comment vous voyez les 4 prochaines années et surtout 2021 ? Alors, moi, j'aimerais quand même terminer... Vous voulez revenir à votre histoire ? Oui, j'aimerais bien revenir à mon histoire, si vous le permettez. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au sein du PJD, c'est très important. C'est que la personnalité d'Abdellah Ben Kiran a fini par faire prévaloir le PJD sur le mur. Alors que normalement, c'est le mur qui devait prévaloir sur le PJD. Donc il y a eu un déséquilibre par l'agitation
de Abdillah Ben Kiran et sa façon de plaire à un certain nombre de gens. Son discours qui semble parfois spontané, improvisé, alors qu'il est souvent calculé. Et Abdillah Ben Kiran a commencé à évoquer le passif ou l'actif religieux du PJD lorsqu'il a parlé de Ben Taïmiya au meeting d'Agadir de la jeunesse il y a une année ou 2 ans. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était la campagne électorale avant les élections. C'est une histoire qu'il faut comprendre. La lutte Athmani Ben Kiran et les précédentes sont 2 lignes différentes. Athmani était secrétaire général du PJD juste après le Khatib et bien avant Abdillah Ben Kiran. Et Abdillah Ben Kiran, quand il est venu avec le soutien d'Abdullah Bahallah prendre la tête du PJD, il a dit cette ligne conciliatrice, il faut qu'on la brise. Et c'est au nom de ça qu'il a pris le pouvoir. Mais il est allé un peu trop loin, ce qui fait qu'à l'intérieur du PJD, il a fini par se trouver isolé, pas isolé, c'est trop dire. 2 courants se sont alliés contre lui. Un courant politique à l'intérieur du PJD qu'on représente, c'est Adil Othmani, qui a été rejoint par Ramid, parce que finalement le plus religieux, le plus extrême dans les religieux, si on voit l'historique, c'est Mustafa Ramid. Donc, il y a eu, disons, presque une transfiguration de ces courants à l'intérieur. Et ça, c'est important à retenir pour savoir ce que le PJD n'est pas encore à l'abri. Aujourd'hui, il a sauvé son congrès. À l'abri de quoi Au juste, à l'abri de quoi? À l'abri de secousses. Ben Kiran, il est là, il a transcendé le parti et le secrétariat général. On peut dire qu'il est loin du leader incontesté. En tant que personnalité, et il est là à l'affût, il peut à n'importe quel moment, à l'abri de la première crise qui peut apparaître, réagir et agir comme force d'action aux capacités de nuisance. C'est selon ce que l'on dit. Alors, maintenant, si vous voulez que je revienne à la calmie, je reviens à la calmie. On y reviendra plus tard. Driss Issaoui, est-ce que vous pensez, en quelques mots, que la religion sera toujours prégnante dans ce parti, même indirectement, comme l'expliquait Rachid Elbah, ou alors que la politique prendra enfin ses lettres de créance au sein du PJD? Mais en fait, on est en train d'aller vers, je pense que Rachid l'a bien expliqué, on est en train de faire ce qu'on pourrait appeler de la réelle politique. C'est-à-dire, on est dans un gouvernement, on est en train justement de gérer avec d'autres partis qui sont en train de se préparer. Il y a l'Istiqlal qui vient de sortir justement de la période Shabbat et Nazir Baraka voudrait et souhaiterait justement refonder parce que l'Istiqlal, c'est une sauce qui peut très bien prendre très rapidement. Parce qu'il y a une histoire, il y a un héritage, et il peut justement revenir. Il y a les structures qui sont là. Alors, il faut juste actionner un certain nombre de mécanismes pour revenir sur quoi? Sur le terrain sur lequel travaille le PJD. Donc ça, c'est déjà ça. Il y a le RNI. Le RNI, aujourd'hui, il se structure... Alors ça, on en parlera. Là, après la pause, si vous voulez bien, parce qu'il y a une question spéciale sur ça. Très bien. Parce qu'il y a toute une mutation laisse-moi juste expliquer une chose. Adil Othmani est apparu au début en termes de perception. Il est apparu comme étant moins que Ben Kiran, n'étant pas un tribun. Nous n'oublions pas, c'est un psychiatre. Son métier, c'est d'écouter et pas de parler, et pas de distribuer de la parole. Donc le fait d'être là, ça lui a demandé un effort monstre, justement pour cette prise de parole en public, pour justement se positionner et dire qu'on a tourné une page. Il y a eu, comme on vient l'expliquer les collègues, il y a un passage entre la prise de pouvoir, la gestion du gouvernement, etc., avec Ben Kiran, et ça s'est fait comme on le sait. Aujourd'hui, il y a de nouvelles réalités. Et de nouvelles réalités beaucoup plus complexes que ne l'était la situation en 2011. Ne l'oublions pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. On peut dire ça, oui. Bien sûr, parce qu'en fait, le fait de travailler dans un contexte plus ou moins paisible, etc., n'est pas du tout un cadeau. C'est là où Othmani doit montrer sa capacité de leader à l'intérieur de son parti, mais aussi à la tête du gouvernement. Il faut qu'il montre à ses militants et à ceux qui l'attendent au courant, justement, qui lui disent « tu n'as pas trahi la mission, tu es là ». Alors maintenant, est-ce que le religieux va quitter le politique? C'est-à-dire, si on veut poser la question de la laïcité, on n'en est pas là. Maintenant, le référentiel... La question ne se pose pas. Non, mais c'est-à-dire que quand on parle de Temyiz, la problématique centrale,
pourquoi beaucoup d'acteurs politiques ont essayé de combattre le PJD. C'est parce que lui se prévaut de cela. Il te dit que nous avons un projet de société islamique, etc., etc. Et que quand tu me dis, moi, ça peut faire peur à beaucoup de gens. Nous sommes une société ouverte, démocratique, qui a un héritage. On est un melting pot. Et on ne peut pas venir du jour au lendemain dire qu'on va faire la révolution à l'iranienne. Ce n'est pas possible. Il semblerait que quand on regarde la sociologie de l'électorat, la dimension religieuse est en train de refluer avec un matelas qui ne bouge pas. Mais Rachid Bilbah voulait faire une remarque, apporter sa contribution, ce qu'il fera après la pause, parce qu'il est l'heure de la pause. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Nous reprenons notre débat avec nos invités, Naïm Kamal, Driss Aissaoui et Rachid Bilbah, qui voulaient apporter une contribution et une remarque. Oui, c'est juste toujours sur le PJD avant de passer à la CEDEAO. Oui, bien sûr. Enfin, en le suivant un peu, je m'intéresse beaucoup plus à la question du rapport du politique et du religieux. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, au moins depuis 2006, je ne dirais pas 2011, parce que souvent on axe sur le fait qu'ils sont venus au pouvoir et donc la gestion des affaires publiques, mais au moins de 2006 jusqu'à maintenant, on voit qu'en fait, ils sont en phase d'adaptation et d'appropriation de la politique. Et ça, c'est indéniable. Alors, en plus, il y a un processus générationnel. D'ailleurs, on le voit de plus en plus. Il y a une nouvelle génération qui sont en train de préparer. C'est là où ils sont stratégiques. On voit que, par exemple, dans le... Ils ont une excellente capacité de renouvellement de leurs élites. Exactement. Il y a de nouveaux noms, comme Tawil, par exemple, comme Boujmaoui. Il y a une approche gendre qui met en avant. Donc... on voit qu'il y a une dynamique, il y a une préparation de l'avenir. Alors après, bien sûr, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, ils ont à la tête du parti une personne consensuelle qui préfère négocier. Elle n'est pas charismatique. D'ailleurs, on voit de plus en plus que dans le champ politique, on essaye quand même d'écarter les personnalités charismatiques qui peuvent avoir parfois des positions un peu extrêmes. Mais l'important, on a vu ce que ça a donné pendant 5 ans. Alors, je voudrais justice à l'Asmanine, parce que souvent on parle de lui, comme c'est un homme qui est très... Comme Aissaoui, Driss, c'est que c'est un psychiatre, il a plus l'habitude d'écouter que de parler, il tire, puis il propose des solutions. Kéran était enseignant qui a plus l'habitude de parler que d'écouter. Je ne sais pas s'il a été enseignant vraiment. Non, mais pour l'Atmani, il faut savoir une chose. L'Othmani, sur les questions de société, est l'un des plus avancés de PJD. Prenez-le par exemple sur la question de l'avortement. Il a eu des positions avant-gardistes. Il a eu des positions avant-gardistes. La liberté religieuse aussi. La liberté religieuse. Il faut le lire pour le voir. Le problème, c'est que lui ne parle pas trop et il écrit plus. Les Marocains parlent trop et ils lisent moins. Alors, dernière question. Non, je voudrais juste terminer sur ça parce que c'est important. Rapidement, parce que souvent, vous savez que dans le champ, ce qu'on pourrait appeler les acteurs religieux du champ politique marocain. On a bien sûr, on va dire, oui, c'est des raccourcis. Il y a bien sûr la représentation des frères musulmans à travers le mur et les PJD. Il y a bien sûr ce qu'on pourrait appeler le soufisme en pensant à l'Adl Ihsan. Et bien sûr, il y a les tendances, ce qu'on appelle les tendances salafistes, au moins deux, celle qui ne s'autorisait pas de la contribution au champ politique, qui est en train d'évoluer de plus en plus. Je pense par exemple au groupe de Marrakech. Et il y a ceux qui sont sortis des prisons, qui étaient dans un salafisme militant et qui ont fait leur révision. L'important, c'est ces différents acteurs. Ceux qui sont le plus en avance par rapport à la question de l'autonomisation du champ politique, c'est bien sûr les frères musulmans ou au moins le PJD. À la lumière de cette très enrichissante idée, on va faire un tour de table rapide sur un peu de prospective avec les mutations qu'il y a tant au niveau électoral qu'au niveau politique,
qu'au niveau continental et régional. Comment pourriez-vous considérer qu'évoluerait la scène politique marocaine sur les 4-5 prochaines années avec les nouveaux dirigeants dont on a parlé tout à l'heure? Sur les 3 premiers partis, sachant que le deuxième parti actuellement, le PAM, est en, si vous voulez, est en difficulté. Rapidement, nous avons un parti en reconstruction. Jusqu'à maintenant, il a fait un parcours pratiquement sans faute. C'est le RNI, qui doit retrouver sa légitimité populaire parce que pendant de longues années, il avait porté avec lui la tare d'être d'un ADN administratif qu'il avait réussi à neutraliser et qu'il avait... Avec Asman. Puis par la suite, la situation s'est dégradée et il avait commencé à reprendre des couleurs anciennes, un peu pâles. Aujourd'hui, il y a un homme, Aziz Akhnouch, il y a pas tout à fait une nouvelle direction, mais des instances qui sont en train de se mettre en place. Comme une entreprise. Comme une entreprise, il faut espérer, parce qu'il y a une frange de la société qui ne se reconnaît ni dans le Istiqlal, ni dans l'USFP, ni dans le PPS, ni dans le PJD, ni dans tous les mouvements, et qui doit trouver son expression. Je crois que le cadre le plus idéal pour cette partie, c'est le RNI, et qui est en train d'être rejoint par l'UC, parce que c'est à peu près le même parcours, ils ne font qu'un. Istiqlal, maintenant tout dépend de la personnalité de Nizar Baraka. Nizar Baraka, on va en parler comme on en parle un peu. Vous êtes intarissable, Naïm. On fait un tour de table rapide, si vous permettez. Mais il fallait qu'on parle de tous les partis, je croyais. Non, mais rapidement, on a dit une prospective rapide. Je sais que c'est un exercice difficile, mais enfin bon, faisable. Oui, d'accord. Nizar Baraka devrait affirmer de plus en plus une forme de charismatisme. Il en a besoin. Il a tous les outils aujourd'hui autour de lui pour pouvoir régénérer le Istiqlal, mais il lui faut un peu de charismatisme. Le PJD, on va voir ce que va en faire Othmani, et finalement, il finira bien par subir un peu ou un peu beaucoup l'érosion du gouvernement, du pouvoir. Les autres partis, le MP est en très grande difficulté. Peut-être que lui-même devrait se retrouver de nouvelles formes. C'est ça, oui. Une courte, brève prospective, parce que je crois qu'il vous a pris une part assez intéressante de votre problème. Moi, je pense que tout le travail qu'est en train de faire Othmani à la tête du PJD est important. Pourquoi? Parce qu'il a regardé les autres partis politiques, parce qu'ils ont critiqué les anciennes formations politiques. Le manque de démocratie interne, l'incapacité à renouveler les élites, etc. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais le plus, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans l'approche du PJD, c'est qu'on est en train de lier entre la réflexion, entre justement les courants anciens et l'action politique. Et ils ont trouvé dans l'action politique justement un champ extrêmement intéressant. Ne l'oublions pas, le PJD gère des communes, il gère des villes. Et ils sont les plus grandes villes du pays. Les plus grandes villes du pays, ils sont en train de faire beaucoup de travail qui leur apporte beaucoup de choses. Ça, c'est la stratégie PJD. Le RNI, c'est une machine de guerre qui est en train d'être préparée. La mobilisation des jeunes, le travail sur tous les réseaux sociaux, la structuration en interne avec, la désignation de coordonnateurs au niveau des régions qui ont, c'est-à-dire pas nécessairement les notables. Parce que la stratégie RNI, c'était quoi? Prendre les notables, quand on avait besoin d'argent, ils le déposaient. Pour Akhnouch, le problème de l'argent, c'est un chef d'entreprise. Ne se pose pas, il faut avoir des idées. Aujourd'hui, il se réclame de la social-démocratie, qui était d'ailleurs le créneau du RNI depuis le départ, si on se rappelle, depuis sa naissance. Mais aujourd'hui, il est en train de le structurer et il est en train de préparer une offre politique intéressante et nouvelle pour l'entreprise, pour le citoyen, pour que justement, Naïm Kamel vient de le dire, les gens veulent se retrouver dans quelque chose de nouveau. Et il restera, bien entendu, le sort du PAM qui doit être scellé dans pas longtemps. Est-ce qu'ils vont rester, continuer, parce qu'il y a des dissensions très fortes à l'intérieur, est-ce qu'ils vont rester comme ça ou aller rejoindre le RNI et devenir la première force
devant le PJD. À ce moment-là, on aura une belle bataille. Il doit subir un sérieux lifting. Absolument. Rachid, Moi, on termine le sujet avec vous. Je vais être un peu sélectif. C'est pas parce que je m'intéresse pas ou je m'intéresse quand même marginalement au champ politique, surtout partisan. Mais je parlerai au moins de quatre partis politiques à l'échelle nationale. Et puis, bien sûr, à l'échelle du futur proche, sous-régional ou régional. D'ailleurs, je crois qu'on va aborder la question juste après. Alors, à l'échelle nationale, je vais dire, par exemple, en parlant de ce qu'on considère, nous, comme un héritage historique, les deux grands partis, l'Istiqlal et l'USFP, je crois que, je dirais, peut-être l'importance d'une évaluation du parcours. Elle est extrêmement importante. Une évaluation à l'échelle, bien sûr, des structures et à l'échelle aussi des textes normatifs et à l'échelle de ce que je pourrais appeler la doctrine. Elle est extrêmement nécessaire. Il faut faire parce que ça va permettre de faire des révisions, de faire des mea culpa, et puis bien sûr de dresser une feuille de route, et puis renouveler le projet de société. On est un peu dans ça. Le PJD, il est dans des dynamiques internes. Il faudra voir ce que ça va donner. À un moment, on a cru l'implosion, mais on voit que finalement, il y a des arrangements internes, il y a une dynamique, il y a un processus générationnel. C'est important de suivre ça, et puis de voir est-ce qu'ils vont s'autonomiser politiquement et surtout comment ils vont gérer toujours le référentiel à l'islam, pas le référentiel à l'islam. Et puis, je terminerai par le RNI qui semble quelque part mu par un véritable projet d'avenir. Il faudra voir. Alors, ce qu'on a, je ne donne pas de leçon. Je ne donne pas de leçon, c'est jamais. Mais je dirais que ça a toujours été un parti politique d'opérationnel et de technocrates qu'on faisait, c'est des opérationnels, soit du secteur privé, soit des spécialistes de dossiers. Je crois que, en parlant de social-démocratie, aujourd'hui, on est un peu dans ce qu'on appelle aujourd'hui la néo-social-démocratie, qui part plus, la social-démocratie qui part vers le centre. On voit ça beaucoup plus en Europe du Nord. Je dirais, est-ce que le RNI a réellement une doctrine politique ? Quels sont les fondements théoriques du parti politique? Est-ce que l'heure est encore en doctrine politique? Est-ce que l'heure est encore, le social-libéralisme? Oui. Est-ce que l'heure est encore aux doctrines politiques? Oui, mais au moins un référentiel là-dessus. Pour résumer les choses, nous avons un RNI dirigé par un entrepreneur fonceur, un Istiqlal dirigé par un intellectuel théoricien et un PJD dirigé par un militant apaisé. Bon, on va voir ce que ça va donner sur les trois, mais bon, on va considérer que les trois viennent avec les nouvelles priorités bien en tête. Ça, les nouvelles priorités qui sont donc on en parlait, qui sont continentales et régionales, ce qui nous amène à notre deuxième thème. Est-ce qu'ils ont la capacité de se projeter au niveau sous-régional ou régional parce qu'il y a des enjeux d'avenir? Je pense qu'ils l'ont prouvé, Aziz Akhannouch, et de toutes les campagnes en Afrique. Nizar Baraka est toujours président du Conseil économique, connaît bien la problématique africaine. Saadine Latmani a été ministre des Affaires étrangères avant d'être chef du gouvernement, donc il connaît bien cette problématique. Ce qui nous passe donc au deuxième sujet, qui est celui de la CEDEAO. Donc le 16, dans quelques jours, se tiendra le 52e sommet de la CEDEAO, qui a été délocalisé à Abuja, après avoir été initialement prévu et programmé au Togo. À Lomé au Togo, mais en raison de l'incertitude et des troubles politiques qui existent dans ce pays, il a été délocalisé à Abuja. Alors, il y aura plusieurs thèmes de discussion, mais cette organisation qui est censée être une organisation économique, à vocation essentiellement économique, va beaucoup parler politique, avec les élections au Libéria, avec l'incertitude politique au Togo, et aussi avec la demande d'adhésion du Maroc. Alors, Rachid Belbah, je commence par vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comment se passe brièvement ce processus d'adhésion? Il y a eu une demande qui a été faite en février, un accord qui a été donné de principe en juin, et là, c'est toujours pas fini. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que quelque part, on est dans une sorte de processus irréversible. Ce qui est important, c'est que la phase politique, comme on dit généralement, la phase politique est terminée. Il y a eu un accord de principe. Alors, des deux côtés, il faut évaluer l'impact, bien sûr, de cette adhésion, l'impact multisectoriel au niveau économique, au niveau social, sécuritaire et autres. Mais l'important, c'est qu'il y a eu tout un travail d'évaluation fait par la commission de la CEDEAO pour voir l'impact de l'adhésion du Maroc
à la CEDEAO. Il faudra voir du côté marocain, est-ce qu'on a fait la même évaluation? Je crois que ça a été fait. Alors, le processus, la deuxième phase, elle concerne le processus d'harmonisation juridique, parce qu'il y a bien sûr des textes à adopter, il y a des textes à parapher, et puis, bien sûr, il y a l'élément technique qui concerne les institutions de la CEDEAO. Je crois que c'est une démarche qui est un processus qui est lancé. On attendra le 16 décembre pour avoir l'avis final de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Donc pour vous, c'est pratiquement acté, pour nous aussi. Mais est-ce qu'il y a eu, sur le plan politique, des résistances au niveau africain, au niveau de l'ensemble régional de l'Essaoui? Est-ce qu'il y a eu des résistances politiques et sur quelle base et comment? Les premières réactions sont venues d'un peu partout, en fait. Il y a ceux qui ont essayé de faire peur. Attention, le Maroc, il va phagocyter la région, etc. Nous n'oublions pas. D'abord, toute cette région, c'est pratiquement le premier partenaire au niveau de l'Afrique, c'est la CEDEAO. Deuxièmement, maintenant, les critiques qui ont été faites, il y a celles qui ont été faites ou inspirées, si vous voulez, par le voisin de l'Est, c'est-à-dire l'Algérie. On a essayé de faire peur. Attention, les Marocains vont vous bouffer. C'est-à-dire ils ont une force de frappe, de prédation économique, etc. Ça, c'est un leitmotiv que l'on retrouve dans le discours des responsables algériens depuis de manière permanente. Ça, c'est clair. Et il n'est pas, dit qu'ils ne continuent pas justement sur leur lancée en essayant de faire peur. Or, comme on vient de l'expliquer Rachid, il y a tout un travail. C'est-à-dire, même si demain, le 16, on dit que le Maroc, les chefs d'État disent oui, ça demandera beaucoup de temps parce qu'il y a un travail très technique sur tous les textes, parce qu'il y a un Parlement, il y a une zone justement de libre-échange qui demande beaucoup de précision et de réglages très très fins en ce qui concerne le commerce à l'intérieur, et il y a la question de la monnaie unique qui restera posée. On y arrivera. Parce qu'en fait, on y arrivera. c'est-à-dire que maintenant, tu rentres, c'est des bourrel, comme on dit en adage arabe, quand on rentre dans un système, on prend ses contraintes et on prend aussi ses avantages. L'avantage, le gros avantage, c'est que le Maroc va adhérer à l'une des régions où il y a le taux d'intégration le plus élevé, je pense, au-delà de 15%. En fait, il y a trois grandes problématiques. Il y a la nature, la nature des flux de biens, les limites des flux migratoires et la fameuse question du CFA, de la monnaie unique. Sachant que la plus grande partie des pays membres, des 15 pays membres, sont sous zone CFA. Non, c'est-à-dire une partie sur la zone CFA. Est-ce que c'est faisable, cette question de monnaie unique? Est-ce que c'est faisable? La monnaie unique, c'est un sujet qui a été posé il y a bien longtemps, même en dehors de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de sortir de ce système qui est en fait un système colonial, il faut le dire. C'est la France-Afrique. Quand on dit, mais il y a des critères de convergence. Le président Macron avait juré que ce n'était pas ça. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. On ne peut pas. C'est-à-dire, comment voulez-vous expliquer que des États souverains. Que les dépôts soient dans la Banque de France. De France, et c'est eux. En fait, l'argument massu, c'est que ça donne une stabilité à la zone monétaire. Or, le problème qui est posé pour un certain nombre d'économies africaines, c'est qu'elles sont tellement imprévisibles et instables. Souvent, elles sont dans la récession. L'année d'après, vous les retrouvez avec des taux de croissance à 2 chiffres, etc. Ça, ce n'est pas possible. Il y a des critères de convergence auxquels chaque pays qui doit rentrer dans cette zone, d'abord pour quitter le système de CFA, ça demandera du temps, au moins 10 à 15 ans. Il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, quand on va rentrer, il y a des critères de convergence à respecter au niveau macroéconomique. C'est-à-dire que vous n'avez pas, c'est comme avec l'Union européenne, avec l'euro. C'est exactement, on a commencé par le système de l'écu, du serpent, machin, etc. Et on a évolué vers l'euro qui était la grande révolution au niveau de l'Europe. Au niveau de la CEDEAO, ça sera ça. Et très probablement, c'est un exemple qui sera suivi par la suite. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait qu'on pourrait faire avec cette question de monnaie unique dans 15 ans ou dans 20 ans, comme on dit? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on ferait, Naïm Kamal, la même erreur, si vous voulez, que l'euro, en mettant ensemble des pays à économies différentes? Sans doute qu'il y aura des problèmes. Précisément, d'abord,
cette histoire de la monnaie économique, on l'a vu qu'au sein de la monnaie unique, c'est qu'au sein de l'Union européenne, on a fait à plusieurs vitesses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la zone euro, d'autres qui sont restés en dehors de la zone euro. L'Angleterre. Et la Suisse. Et pays scandinaves. L'Eurogroupe ne pas tous les pays de l'Union européenne. Même l'entrée dans la zone euro supposait un certain nombre de conditions. C'est-à-dire qu'il faut atteindre un certain nombre d'équilibres économiques, macroéconomiques, etc., avant de pouvoir accéder à cette zone. Même aujourd'hui, cette zone commence à poser des problèmes parce qu'on le voit, elle provoque... le différentiel de développement entre les uns et les autres, l'Allemagne, la France et les autres. Ceux qui en profitent moins, alors qu'à la base sont de bonheur. Donc il va falloir peut-être se pencher, parce que c'est l'un des rares modèles que nous avons en présence pour pouvoir examiner ce que la fusion de plusieurs monnaies en une seule peut avoir comme incidence, sachant que pour chaque région, il y a des spécificités qu'il va falloir ne pas ignorer. C'est un acte de souveraineté naïve. Alors il faut rappeler, la monnaie c'est ça. Pour ne pas entrer dans une discussion trop technique, pour les téléspectateurs, on va poser une question très simple à Rachid Belbah. Qu'est-ce que peut attendre le Maroc d'une manière simple, vous qui connaissez bien cette région africaine, qu'est-ce que peut attendre le Maroc comme avantage et qu'est-ce qu'il pourrait y perdre aussi? Oui, bien sûr, on peut faire une étude et évaluer en termes de risques, en termes de défis. C'est certain que, vous savez, au moins d'un point de vue géopolitique, en intégrant la CEDEAO, c'est que du coup, la frontière nord de la CEDEAO, elle sera sur la Méditerranée. Et bien sûr, c'est très important d'un point de vue géopolitique. D'un autre côté, vous savez que le Maroc, au moins, toujours dans cette lecture un peu géopolitique, mais bien sûr, il y a la dimension sécuritaire qui est très importante et la dimension culturelle. On n'a pas le temps pour aller en profondeur, mais au moins sur ces trois domaines. L'important, c'est de dire, en fait, le déplacement de la frontière nord de la CEDEAO vers la Méditerranée, elle relie la CEDEAO à l'ensemble européen. Et donc, ça va avoir des répercussions. Il y a des avantages à tirer pour le Maroc, parce qu'il est à la fois l'un des partenaires privilégiés de l'Union européenne, mais en même temps, il y a toute la dimension sécuritaire qui va migrer vers le nord en parlant surtout de ce qu'on appelle les menaces émergentes, la criminalité organisée, les flux migratoires, tout ce qui touche par exemple la radicalisation religieuse, les groupes terroristes, ainsi de suite. Donc il y aura des déplacements certainement vers le nord du Maroc et ça pourrait être un risque. Alors après, vous savez que dans notre histoire, le Maroc il n'a été colonisé qu'en 1912 par la France, même la Turquie ottomane. Un peu avant, 1860, c'était... Exactement. On va parler de formellement, c'était... Non, mais c'est une lecture... Je vais aller très très vite, lecture géopolitique. Vous savez que le Maroc, en fait, il avait sa profondeur historique saharienne, qu'il avait perdue à un moment de l'histoire du fait de la colonisation. Il était bloqué à l'est parce qu'il y avait les Ottomans, et après, bien sûr, il y a la France qui s'est installée. Et puis vers le nord aujourd'hui, regardez l'Europe quand elle a mis sa barrière Frontex, elle nous a bloqués. Et puis sur l'Atlantique, il était fermé. Pour nous, il était fermé. D'ailleurs, on n'avait pas une culture. Alors qu'est-ce qui se passe avec la CEDEAO? Avec la CEDEAO, le Maroc devient réellement atlantique. Et ça va tout changer. Au moins une lecture rapide. Alors bien sûr, il y a la dimension culturelle. Si vous voulez, on peut toujours... Rapidement, je crois qu'il va falloir consacrer une émission à la CEDEAO pendant ou après le sommet, parce qu'il y a la dimension culturelle, la dimension économique, la dimension financière, la dimension migratoire, humaine, toutes les dimensions. Mais Driss Issaou, vous avez 1 minute et demie pour nous expliquer cette question de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, la faisabilité technique, financière, les enjeux. Alors, très très rapidement, c'est un projet ancien qui était fait avec l'Algérie et son tracé d'ailleurs, son tracé était beaucoup plus simple que celui-là. Mais aujourd'hui, le nouveau gazoduc, il a un intérêt important. Il a une capacité d'intégration sur son tracé où il va pouvoir participer à un certain nombre de projets d'électrification dont on a besoin parce que les déficits
en infrastructure et particulièrement en énergie, il est énorme par rapport au pays qu'il va traverser, y compris la Mauritanie. Donc finalement, ça va avoir des effets externes extrêmement intégrateurs et importants. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un conduit de gaz qu'on va amener vers le Maroc. Pas du tout. Il n'a pas été pensé comme ça. Il a été fait de cette manière. Deuxième chose, le Maroc a été très volontariste sur ce projet, parce qu'il a mis de l'argent sur la table. Ce n'est pas un projet, une vue d'esprit, ou c'est une étude technique, c'est une étude économique. Il y a un certain nombre d'impacts qui ont été analysés, et je pense qu'il marche bien. Et ça, c'est vraiment... Donc, ce n'est pas une chimère, comme disent les voisins algériens. Non, non, ils peuvent le dire, parce qu'eux n'ont pas pu le faire. Vous savez pourquoi aujourd'hui? Nous avons, je vais le dire, ça marche, pourquoi? Parce qu'il y a une vision derrière. Il y a un roi, et le roi Mohamed VI, qui a développé une vision pour le continent, et elle est multidimensionnelle. D'abord, nous avons la présence du secteur privé et d'une grande compagnie d'aviation qui aujourd'hui fait le hub pour l'Afrique à partir de Casablanca. Nous avons des banques et l'opérateur de téléphonie mobile qui est très présent et il investit énormément, mais surtout, ce n'est pas une présence qui est pesante par rapport aux banques, par rapport aux opérateurs. Ce sont les Africains eux-mêmes qui dirigent ces sociétés-là, avec une présence, bien entendu, d'un responsable d'ici. Il y a aussi tout le travail qui est fait sur le plan culturel, sur le plan religieux, extrêmement important. Et il y a une expertise. Le Maroc, aujourd'hui, a une expertise dans la lutte contre le... Moi, je rappellerai une seule chose. Tout le débat sur l'euro-méditerranée n'a jamais pris en compte le fait que le Maroc ait demandé, même sur l'appel de Barcelone, ou je ne sais, ça remonte à longtemps, mais il avait dit, attention, il faut qu'on fasse front commun par rapport aux dangers qu'il y a sur la région du Sahel, là où les groupes étaient encore embryonnaires. On ne l'a jamais entendu. On n'a jamais pris, toutes les réunions euro-méditerranéennes, on ne l'a jamais pris au sérieux. Aujourd'hui, c'est une expérience qui met sur la table. Donc, à partir de cette vision intégrée, et c'est là où la doctrine est importante, nous avons un chef d'État qui croit en ça. Et il le fait, d'ailleurs, il le montre, parce qu'il passe beaucoup de temps avec les chefs d'État, avec les populations, et on ne peut pas ne pas croire en quelqu'un... Des voyages officiels et privés qui durent plusieurs semaines pour s'imprégner. Pour ça. Parce qu'il veut montrer qu'il est engagé. Ce n'est pas des visites de courtoisie. En fait, pour schématiser ce que vous dites, Driss Aissaoui, je reprendrai une métaphore que vous avez utilisée tout à l'heure hors studio, celle du Maroc qui est en train de terminer un marathon, il reste plus que 100 ou 200 mètres, il ne regarde plus derrière, il fonce vers la ligne d'arrivée. Absolument. Très bien. Donc, on aurait voulu parler de la Mauritanie aussi comme membre de l'ensemble sahélien, mais bon, le temps nous presse, effectivement, le temps nous pressera toujours parce qu'il restera toujours des choses à dire. Merci à vous, messieurs, d'avoir été... Juste 30 secondes, même pas. Ah, même pas. Il va falloir peut-être penser à réfléchir, à expliquer aux Marocains plus sobrement les arrières de la politique africaine du Maroc parce qu'il n'est pas toujours bien comprise. Ça devra être fait. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci chers téléspectateurs pour votre fidélité. Restez avec nous sur Medi 1 TV. L'information continue.